Je reçois un message, il y a une personne qui me dit « Vous avez raison de parler de Samuel Paty, vous êtes le seul ». Et c'est vrai qu'on est les seuls à souligner, alors pas les seuls d'ailleurs, parce que Joachim Le Floch-Imad a fait une excellente tribune dans Le Figaro, mais parfaite. Tout le monde, elle est parfaite, mais il y en a ras-le-bol en fait, de dire on sera intraitable avec les terroristes, nous serons ceci, nous serons cela. Eh ben non. Et justement, non, on n'est pas tout sauf intraitable, pardonnez-moi de le dire comme ça, et personne n'en parle, quasiment. C'est-à-dire que ça passe complètement sous les radars. Alors évidemment, il y a une actualité plus brûlante, mais en fait, c'est invraisemblable. Joachim dit quelque chose d'important, oui. C'est que 56% des professeurs pratiquent l'autocensure. Oui. Voilà le résultat de ce genre de drame et de mensuétude de la justice. Alors quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'association de malfaiteurs de droit commun a été reconnue, mais pas association de malfaiteurs pour terroristes. C'est-à-dire que dans certains cas, on explique qu'il n'était pas au courant de l'assassinat que projetait Onzorov, mais dans une autre affaire que je ne citerai pas, on explique que l'association de malfaiteurs, la personne ne pouvait pas être au courant de ce qui se tramait. Et vous savez très bien à laquelle affaire je pense. Donc la justice, effectivement, on la prend avec beaucoup de distance. En tout cas, c'est mon cas aujourd'hui, parce que je vois dans ce jugement, effectivement, quelque chose d'idéologique, et ça m'ennuie de le dire. Et là, des prises de parole de Maître Villemain qui, en plus, pose beaucoup de questions. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais avec un jury populaire, ça serait passé différemment. Sur le feu, quand même. Mais c'est encore autre chose. Mais vous avez parfaitement raison. Et s'il n'y avait pas cette actualité internationale, nous en parlerions bien davantage. Sarah Salman. Oui, je disais, si ça avait été un jury populaire, ça serait évidemment passé différemment et les peines auraient été beaucoup plus lourdes. Là, ce sont des magistrats professionnels, puisque c'est une juridiction spéciale. Vous vous rendez compte que ces gens-là, je ne raconte pas quand même on sait que le dénommé Boudaoud a conduit Onzorov le jour du drame au collège. On sait qu'il a acheté avec lui un couteau qui a été retrouvé et un pistolet Herbille, et on nous dit qu'il n'était pas au courant. Mais enfin, inaudible. C'est très insultant pour les victimes. Et paraît-il, et je l'ai lu dans le papier de Joachim Le Floch-Imad, qu'au moment du verdict, quelqu'un aurait crié dans la salle « C'est fini, frère !» Oui. Ce qui est une insulte pour Samuel Paty. Parce qu'ils vont sortir de prison. Oui, mais ils vont sortir demain. Puisqu'ils ont fait. Ils vont sortir demain. 6 ans et 7 ans de prison. Ils vont sortir demain. Quelqu'un a dit ça. Mais alors, silence radio. Silence radio dans la presse française. Bon, écoutez, que voulez-vous que je vous dise ? Je voulais commencer cette émission par 2 images très très fortes qui en disent. Alors, le détail, comme vous le savez, n'existe pas. Un mariage israélien. Je trouve que cette image absolument sidérante. Un couple israélien dont le mariage était prévu ce mardi a décidé de maintenir la cérémonie dans un parking souterrain, malgré l'attaque de missiles en provenance d'Iran. Je trouve que c'est le plus beau des mariages possibles. Je ne peux pas vous dire autre chose, parce que lorsque des alertes sonores retentissent, avertissant de l'approche de missiles, les Israéliens se réfugient dans les abris souterrains pour se mettre à l'abri. Je trouve que ça en dit tellement. D'ailleurs, je trouve que c'est tellement émouvant. On peut être au bord des larmes en voyant ça. Ça en dit tellement sur Israël, sur ce peuple magnifique qui sait lutter depuis toujours contre les éléments, j'ai envie de dire, contre l'adversité, et qui arrive dans des conditions extrêmes à... La vie contre la mort. Ouais, je trouve ça formidable. Voilà. Donc j'ai voulu vous faire partager aussi où on voyait cette... des personnes jouer du piano et danser alors que l'appartement était en ruine. Donc ça, c'était vraiment leur J'ai force. voulu vous faire partager, je trouve, cette image qui en dit beaucoup sur l'âme d'un peuple. C'est la résilience, c'est la force, et c'est aussi, à l'école, on enseigne le programme 6C, c'est-à-dire un programme pour venir réagir au premier secours psychologique et devenir aidant à son tour. Donc ils ont vraiment l'habitude de réagir très vite pour éviter le stress post-traumatique, en tout cas le limiter. Écoutez, on souhaite longue vie à ces jeunes personnes qui sont belles et beaux d'ailleurs, comme vous le voyez, et puis leurs amis qui étaient là et qui se souviendront toute leur vie de ce mariage, alors qu'au fond, ils se seraient peut-être pas souvenus de la même manière d'un mariage plus classique. Mais ils vont s'en souvenir. Mais dans un parking, mais bien sûr qu'ils s'en souviendront, et je trouve ça merveilleux. Voilà. Et la deuxième image que je voulais vous faire parvenir, c'est un message d'espoir, parce que des Français sont rentrés quand même, et ils ont été interrogés à Charles de Gaulle, à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc on va écouter ces Français qui sont de retour et qui racontent parfois effectivement le calvaire qu'ils ont vécu. On avait peur de se prendre un débris dans les airs, mais heureusement tout s'est bien passé. On avait rendez-vous à 4h à un autre hôtel à Dubaï, où tout le monde a été réuni. On est parti avec 4 bus, et puis on a traversé, donc on est passé au
Oman et puis après à l'aéroport de Muscat. On a mis à peu près 10 heures. Pendant le trajet Oman-Caire, c'était compliqué parce qu'on avait toujours ce stress-là de dire est-ce qu'on va se faire percuter par un missile ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, on a senti le soulagement du Caire à Paris. J'ai un diabète et donc tout de suite on m'a contacté, on a considéré que j'étais prioritaire et donc c'est pour ça que voilà, on m'a tout de suite appelé. Et puis un autre témoignage que je voulais vous faire écouter, c'est Yves Augex. Il est membre de l'association Appassionata. Vous connaissez cette association et je vous propose de l'écouter parce qu'il était en difficulté pour revenir sur le sol de France. On a décollé normalement de samedi matin de Doha. Et puis au bout de quelques heures, on a fait demi-tour et on s'est retrouvé à Doha à nouveau. Parce que l'espace aérien venait de fermer. On attend toujours, on n'a toujours pas de bagages, on n'a toujours rien. Hier, c'était un peu inquiétant parce qu'il y a eu un missile qui a été détruit juste au-dessus de nos têtes, donc ça a fait un bruit d'enfer. Et c'est vraiment pas très très agréable, quoi. Et les enfants sont très inquiets. C'est vrai que c'est pas pour le moral, c'est pas très bon. Le fil aérien ne donne rien. De toute façon, faut oublier. Pour l'instant, il n'y a rien. On n'a aucune information, rien de la part des ambassades, quoi que ce soit. Ce matin, on a eu la visite d'un soi-disant responsable de Qatar Airways qui nous a dit on va vous donner tout. On va vous retrouver vos valises, on va vous amener, mais il n'y a rien eu et on les attend encore. On a essayé de joindre l'ambassade, ça ne répond pas, ça sonne dans le vide quand ça ne raccroche pas. Et la compagnie aérienne, pareil, complètement saturée. Alors ce sont 23 canois, membres de l'association musicale Cannes Appassionata, qui revenaient d'un échange culturel au Cambodge et qui se trouvaient en transit à Doha au moment de la dégradation rapide de la situation régionale. 11 élèves du conservatoire de Cannes et de Nice, 12 adultes sont actuellement bloqués dans un hôtel. Ils ont été pris en charge par Qatar Airways. Et selon les accompagnants, les jeunes âgés de 13 à 20 ans ne mesuraient pas vraiment la situation. Ils sont très courageux, ils sont très mignons, ils suivent, ils font ce qu'on leur dit de faire. Enfin, ce qu'on leur dit de faire. Le maire de Cannes, David Lisnard, a écrit au ministère des Affaires étrangères. Lui demande de prendre toutes les mesures permettant de garantir leur sécurité, d'organiser dans les meilleurs délais leur retour vers le territoire national. Et le fil d'Ariane dont parlait à l'instant ce témoin, le fil d'Ariane permet à tous les ressortissants français voyageant à l'étranger durant moins de 6 mois de recevoir des alertes et des consignes de sécurité par email ou SMS. Le fil d'Ariane. Vincent Hervouette, c'est à vous. Nous négocions avec des fous. Donald Trump, on va l'écouter et vous allez décrypter. Au vu des négociations, je pensais qu'ils allaient attaquer en premier. Je voulais l'éviter, évidemment, et donc je crois que j'ai forcé la main d'Israël. Mais Israël était prête, nous étions prêts. Nous avons frappé lourdement car tout a été détruit. Leur stock de missiles est épuisé. De nouvelles frappes ont eu lieu contre l'état-major du régime. Bon, la diplomatie, selon Donald Trump, on le disait hier, ce qui est vrai, c'est qu'on est toujours étonné du ton. C'est-à-dire qu'il parle de ça d'une manière... Forme. La forme et le fond aussi. Hein. Oui. Parce que bon, c'est quand même l'homme qui s'est fait élire et qui a fait cette carrière mirobolante en dénonçant les interventions à l'étranger dont les buts étaient flous et en promettant aux Américains qu'on allait s'occuper de leurs problèmes intérieurs et ne pas aller guerroyer au loin contre des tyrans qui ne représentaient pas une menace immédiate. Hein. Et là, on l'entend tenir exactement le discours inverse. Hein. Et personne ne sait... En plus, il tient le discours, ce qui est très, très frappant. En fait, on est gêné de parler de Donald Trump, je vais vous dire. Moi, je suis gêné de parler de Donald Trump parce que j'entends cette joie qui saisit tous les Français qui détestent Donald Trump et qui trouvent que quoi qu'il fasse, de toute façon, il a tort. En Iran, il a tort d'y aller. S'il ne se frappe pas tout de suite, il a tort. Quoi qu'il fasse, il est tort. Et donc, on a depuis samedi tout un discours pour dénoncer les échecs successifs de l'Amérique en guerre, les résultats qui se font attendre au bout de 4 jours. Ça n'arrête pas. Donc on est un peu partagé. Il y a ça, et puis il y a par ailleurs, c'est vrai que l'objectif est flou,
C'est vrai que l'Amérique n'a personne à mettre sur le trône alors qu'ils prétendent vouloir changer le régime, mais ils prétendent qu'ils veulent changer le régime tout en disant que c'est le nucléaire qui leur importe, alors que Donald Trump nous avait expliqué il y a 6 mois que le nucléaire était neutralisé. Tout est comme ça. Donc on l'écoute parler, on ne fait pas vraiment attention à ce qu'il dit, parce qu'il dit tout et son contraire. Ah si, non, mais non, on fait attention à ce qu'il dit. Pardonnez-moi, on fait très attention à ce qu'il dit. On fait attention à ce qu'il dit, mais franchement, prendre la distance. C'est aussi un rideau de fumée. Mais sur l'objectif flou, c'est un rideau de fumée. Bon, depuis hier, vous dites, ou depuis 2 jours ou 3 jours, vous dites objectif flou. Moi, j'ai l'impression que les objectifs sont clairs. C'est dénucléariser et que la chute du régime n'était pas la priorité. À grands traits. Que l'Iran est une capacité de nuisance, il le démontre en bombardant alentour d'une manière absolument furieuse. Dans une espèce de colère noire, ils bombardent même leurs alliés, à Oman et au Qatar. Donc on le voit bien que l'Iran a une capacité de nuisance et on n'a pas attendu aujourd'hui pour le savoir. Nous, Français, on l'a suffisamment payé, on le sait. Bon. Mais le nucléaire, pardon, à la rigueur, il n'a jamais été aussi dangereux, il n'a jamais été moins dangereux qu'aujourd'hui ou qu'hier. Les Iraniens, je suis vraiment pas clair ce matin, les Iraniens, je vais essayer quand même de me ressaisir. Je vais essayer. Les Iraniens, il n'y a eu aucune activité nucléaire découverte depuis le mois de juin dernier. En juin dernier, tout le travail n'a pas été fait, l'uranium n'a pas été notamment enterré, mais il n'y a plus aucune activité nucléaire qui ait été démontrée en Iran. Donc le nucléaire, franchement, il faudra nous le démontrer, qui représentait un danger immédiat sur l'Amérique en tout cas. Décryptage de ce que disait M. Trump hier avec le général Clermont. Alors, d'abord, très rapidement, évidemment, la façon dont il communique est insupportable. Ah bon ? Elle est insupportable, oui. L'espèce de détachement qu'il fait, les allers-retours sur j'y vais pas, je suis les Israéliens ou ils me précèdent, c'est compliqué à suivre, on ne le suivra pas. Par contre, il y a une chose qui est pour moi claire. Hier, il y a eu la conférence du chef militaire de l'opération. Le chef militaire de l'opération, c'est l'amiral Brad Cooper, qui est à la tête de CENTCOM, qui dirige tout ça, tous les porte-avions, tous les avions, tout le monde. Il a fait une conférence de presse. Pour lui, les buts, je ne parle pas des buts stratégiques et politiques, les buts militaires sont clairs. Détruire les missiles, détruire le nucléaire, détruire l'armée, tout détruire de ce qui constitue l'ossature du régime. Ça s'arrête là. Après, le reste, c'est plus son problème. Et sur ce sujet-là, je donnerai juste 3 chiffres. En 100 heures de combat, ils ont tiré 2000 cibles et 2000 munitions. Jamais l'armée américaine, avec l'armée israélienne, n'a eu une telle puissance de feu. Les buts militaires pour les militaires sont clairs, mais ils s'arrêtent là où les buts militaires s'arrêtent. Les buts stratégiques, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, il est bon, hein. Lui, il a dormi. Il a dormi cette nuit. Non, mais il n'a pas fait la matinale, donc j'ai bien dormi. Pascal, la grande énigme, c'est le sort du peuple iranien. Éric Nolot. En fait. Qu'est-ce qui va se passer à la fin ? Est-ce que c'est renverser le régime et une sorte de démocratie prenne la place, ou c'est un régime un tout petit peu plus supportable pour les États-Unis, mais toujours aussi tyrannique avec son peuple? Ça, moi, j'y accorde une grande importance, parce que les jours pairs, Trump dit quelque chose, les jours impairs, il dit autre chose. Bon. C'est dur à suivre. Hein, quand même. Donald Trump dit que l'Iran allait attaquer. C'est peut-être bidon ou pas, mais est-ce que, selon vous, il aurait été entraîné ou influencé par les Israéliens? Alors, première question induite, est-ce que les Iraniens allaient attaquer? Vous saurez la vérité de la guerre quand elle sera terminée. Non. Première chose, non mais on ne sait rien. On sait très peu de choses. C'est vraiment très peu de choses. Moi, j'insiste, on nous raconte des sornettes, il y a beaucoup de propagande, on ne sait pas grand-chose. Première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que Donald Trump est sous la domination de Benyamin Netanyahou? Est-ce qu'il fait la guerre des Israéliens? C'est ça votre question? Est-ce qu'il a été influencé? Eh bien, c'est un procès qu'on fait aux Américains qui me paraît bidon. Parce que je ne vois pas du tout Donald Trump conduit comme un petit garçon par Benyamin Netanyahou. Et s'il y a un rapport de force, je crois que c'est exactement l'inverse. On a vu à plusieurs reprises Donald Trump prendre le contre-pied de ce que faisait son ami Bibi, et même, d'une certaine manière, l'humilier un peu, notamment avec l'Iran, notamment en refusant de s'engager dans cette croisade. Et donc, je ne crois absolument pas que tout d'un coup, par un coup de baguette magique, il soit mis au garde à vous et qu'il obéisse aux Israéliens. La réponse est claire. Thibaut Marcheteau est en direct avec nous. Il est en direct à Tel Aviv, Thibaut. Et d'abord, je vous remercie. Vous êtes avec toutes les équipes de CNews, Régine Delfour, Fabrice Elsner. Faites attention à vous, bien sûr. Je le dis à chaque fois parce que c'est facile pour nous d'être autour de cette table et de commenter bien au chaud.
Vous êtes sur le terrain et forcément, les dangers est plus grand. Est-ce que vous avez ce matin des informations à nous donner sur la situation en Israël ? Écoutez Pascal, je vais déjà vous raconter comment s'est passée la nuit. Je peux vous dire que la population israélienne continue de vivre ici au rythme des alertes qui sonnent, qui ont sonné toute la nuit. Ici, nous sommes à Tel Aviv et l'alerte a sonné vers 23h30 hier soir, heure locale, et nous a réveillés à 6h, heure locale, encore une fois ce matin. Mais dans le nord, l'alerte a sonné vers 4h du matin. On peut imaginer la tension qui règne dans tout ce pays. Il faut continuer à aller aux abris. Et même si la population, ça peut être parfois lassant de se lever en pleine nuit. Imaginez que depuis le 28 février dernier, la population n'a pas passé une nuit complète dans son lit. Beaucoup ont d'ailleurs déménagé leurs chambres dans les abris anti-missiles. Il y en a des milliers ici en Israël. Également, l'ouverture d'un nouveau front, comme l'expliquait hier le colonel Olivier Rafovitch, c'est le front du Nord avec ces villages à proximité de la frontière qui sont visés par des projectiles du Hezbollah, des drones et des roquettes. Ils sont juste à côté, en bas des montagnes libanaises qui surplombent ces villages. Voilà pourquoi l'armée a repris ces bouts de terre libanaises et a investi ce territoire. C'est surtout pour protéger ces localités, ces axes routiers et toute cette population qui a déjà été évacuée ces derniers mois pendant de très très longues semaines. Voilà ce qu'on peut vous dire ici. On sait aussi que l'armée israélienne continue ses opérations à Beyrouth, mais aussi à Téhéran pour essayer de neutraliser tous ces rampes de lancement de roquettes, de missiles iraniens, mais elle essaie aussi de toucher ces infrastructures stratégiques, que ce soit du régime iranien, mais aussi du Hezbollah. Alors, on peut quand même dire que la situation, elle s'améliore ici en Israël. Au début, certains nous disaient qu'ils passaient au moins 20 fois dans la journée dans les abris. Aujourd'hui, on est plutôt à une dizaine de fois, même si ça reste évidemment très lourd pour la population. Il y a encore des mesures de confinement très strictes ici, avec les écoles fermées. Impossible pour les personnes qui ont un travail considéré comme non essentiel de se rendre sur leur lieu d'emploi, mais aussi interdiction de se rassembler. On note quand même l'ouverture de manière dégradée de l'aéroport Ben Gurion. Un avion commercial s'est posé tout à l'heure. Il était en provenance d'Athènes, même si évidemment toute la population ici avec qui on peut discuter reste très méfiante. Merci beaucoup Thibault Marcheteau. Je voulais qu'on écoute Joshua Zarka, qui est l'ambassadeur d'Israël à Paris, qui est même extrêmement clair, extrêmement précis. Je l'écoutais hier soir, il était avec Gauthier Lebret. Négociation impossible avec l'Iran et il expliquait pourquoi Israël est entré en guerre. Ça fait des années qu'on essaie de négocier avec les Iraniens. Ça fait des années qu'on essaie de les convaincre. Abandonnez votre programme nucléaire. Arrêtez d'essayer de nous tuer. Arrêtez d'essayer de détruire Israël parce que ça va vous exploser dans la figure. On est arrivé au moment où ça leur a explosé dans la figure. C'est tout simple. On ne peut pas... Vous savez, avec le pays, avec l'histoire que nous avons, le peuple que nous sommes, avec l'histoire que nous avons, l'histoire de notre peuple, l'histoire de notre pays, on ne peut plus se laisser faire. C'est terminé, ça. Quand un pays comme l'Iran dit qu'il veut nous détruire, on le fait avant lui. C'est un homme qui est important dans le dispositif israélien. Il est ambassadeur, bien sûr, d'Israël à Paris, mais c'est un proche de Netanyahou. Non, puis c'est surtout un professionnel. Quand il dit qu'il connaît les Iraniens, il sait de quoi il parle, parce qu'il a été auparavant directeur des affaires stratégiques à Tel Aviv. Et donc, il connaît le dossier, le fond. Il sait à qui il s'adresse. Quand il parle du président, du guide, par exemple, Khamenei, il le connaissait. Il le connaissait vraiment. Il savait quelle était son aptitude de la décision, comment il réagirait face à l'obstacle et sous le stress des combats. Bon, il y a la communication maintenant à présent du président Macron, il y a ce qu'il dit et puis il y a ce qu'on voit. Et c'est vrai qu'on a d'abord écouté ce qu'il disait, ce qui est bien normal, et puis après, on s'est attardé sur deux images, qui étaient deux images qui sont ou subliminales ou pas d'ailleurs. Mais rien n'est subliminal. Donc je disais déjà hier soir qu'il y a un soldat de Napoléon qui était sur son bureau, un petit soldat de la garde impériale. J'ai souligné que durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, il n'y a pas une référence à Napoléon. Pas une seule. C'est-à-dire que les trois Français les plus importants de l'histoire, Jeanne d'Arc, Napoléon et Charles de Gaulle, il n'y a pas eu une référence à aucun des trois. On le voit quand il est petit, peut-être. Mais... Comment ? On le voit très rapidement quand il est petit, mais enfin rien de... Napoléon, on le voit quand il est petit. Je crois qu'il y a dans un clip à un moment. Ouais. Ah bon, Pourtant, il y a un historien qui a... Mais on voit que le président aime les soldats de plomb, c'est ça qui est important.
On dirait qu'il joue à la guerre. Bon. Non, mais pour la cérémonie d'ouverture, oui. le Boucheron, un historien, a mis la main à la pâte, c'est quand même très étrange. Donc, attendez. Donc, hier, donc, il y a eu ce petit soldat de plomb, donc je suis forcé de le commenter puisqu'il l'a mis. S'il ne l'avait pas mis, je ne le commenterais pas. Si son bureau était vide, je ne le commenterais pas. Non, mais c'est pas qu'il aime les soldats de plomb, parce que ça, on le savait déjà quand il passe en revue sa garde impériale à lui. Non, et quand il vole vers Brest avec les rafales alentour. Non, c'est pas qu'il aime les soldats de plomb, ça se comprend après tout. Il y a beaucoup de fanamilies et du haut en bas de l'échelle sociale. En revanche, ce qui est étonnant, c'est que le président de la République tienne à mettre sa petite collection comme ça. Il s'occupe du décor et des costumes. Il aime les panoplies militaires et il aime aussi les dorures. Il est un peu comme Donald Trump qui remplit le bureau ovale de toutes sortes de dorures. Là, on a toutes sortes d'accessoires. Pablo Neruda, c'est la table de nuit d'un adolescent. Avec Pablo Neruda, qui est un auteur qu'on aime beaucoup entre 16 et 19 ans en général. Et... Non, mais là, ça va un peu trop loin. C'est un peu vachard. Non, là, c'est non. J'avoue. Littérairement, c'est faux. C'est pas mal. Ça déstresse de lire Neruda. Il a pas dormi, mais il est en forme. Ne sourions pas. Alors, pendant que nous parlons, vous voyez des explosions à répétition à Beyrouth, au Liban. Évidemment que la guerre continue. Pendant que Vincent Herouet parle, la guerre continue. Oui, bien sûr. Mais bon. Bon, alors, donc, vous avez parlé de ce petit soldat de plomb, et puis il y a également le recueil Résider sur Terre. Pablo Neruda, d'abord, est un poète chilien, comme chacun sait. Il se passionne pour la poésie et publie à 19 ans seulement 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée qu'il rend célèbre. Engagé politiquement, il devient sénateur au Chili, soutient les idées communistes, ce qui l'oblige à vivre un temps en exil. Son œuvre évolue d'une poésie amoureuse, lyrique, vers une poésie plus engagée et sociale. Et en 71, il reçoit le prix Nobel de littérature. Il meurt en 73. Résider sur Terre, c'est des poèmes écrits par le prolifique poète chilien, donc entre 1920 et 1940, éclaire ses points de vue sur l'aliénation et l'oppression politique. Bon, c'est un message. Est-ce que c'est vous le connaissez d'ailleurs, Pablo? Mais c'est pas essentiel. Oui. Je ne vous dis pas que c'est essentiel. Évidemment que ça ne l'est pas. Si vous me laissez développer 15 secondes. Bon. Oui. D'abord, Pablo Neruda, Vincent Herouet... Il a eu le prix Staline. En littérature, c'est pas trop son truc, apparemment, parce que Pablo Neruda, on le lit quand même bien après 19 ans, c'est un remarquable poète. Mais l'un n'est pas là. Je sais, Pascal, que vous aimez beaucoup les seconds rôles au cinéma. Moi, hier, j'ai vu un second rôle de l'histoire mondiale. C'est la place de la France, qui était représentée par son président, précisément, et qui joue les seconds rôles, qui commente plus qu'il n'agit, et voilà. Il agit, là. Il a envoyé Charles de Gaulle... Par rapport à ce qui se passe en Iran, en Israël... Bien sûr, mais bon, pardonnez-moi, nous sommes spectateurs de la marche du monde en Ukraine et en Iran. Voilà le message. Mais on le sait. Oui, mais c'est ça le message. Après, Neruda, pardonnez-moi, on l'était il y a 60 ans ou 80 ans. Oui, mais à chaque fois, regardez, quand on annonce une allocution, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Il y aura peut-être quelque chose. Depuis le dernier des Valois, on l'est. Mais la question, c'est pourquoi il place ostensiblement ce livre-là sur son bureau? C'est ça la question, parce que ça l'amuse. Et oui, il y a un côté en même temps. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ça l'amuse qu'on en parle en ce moment. Voilà, ça l'amuse. Voilà. Il est comme ça, le président. Il a ça l'amuse qu'on commente. Il ne peut pas mettre un bureau vide. Ça lui fait plaisir. Non, mais alors il dira, mais non, bien sûr, pourquoi ils ont commenté ça, c'est pas l'essentiel. Je ne savais pas. Non, mon œil. Bon. Moi, j'étais adolescent quand Pablo Neruda était ministre des Affaires étrangères d'Allende. C'est pour ça que je l'ai lu à cette époque-là. Ah bah voilà. Parce qu'il était aussi prix Nobel prix Staline de la paix. Prix Staline de la paix. C'est un vrai compagnon de route. C'était un vrai bolchevique, en fait, Neruda, derrière le poète. Ça, c'est pour répondre à l'agression caractérisée dont j'ai été victime. Et comme je suis très sceptique, je voudrais dire au général que pendant la guerre, lui, il regarde Beyrouth brûler. Moi, j'ai subi les bombardements à Beyrouth pendant des mois, ceux des Israéliens, comme j'ai été sous les bombardements des campagnes de guerre à Belgrade et à Bagdad. Mais on ne va pas raconter nos guerres. Voilà. Mais bon, ça nous donne du travail, au moins. Non, bien sûr. Bon, écoutons le président Macron. En dehors du droit international, a-t-il dit comment vous décodez cette phrase? Mais on l'écoutera sans doute après la pub, parce qu'il est déjà 9h25. Et Benjamin Au, qui est là ce matin. D'ailleurs, je pense à Marine Lançon. Elle a eu un petit souci, Marine, mais elle sera là, je l'espère, demain. Et on pense bien à elle. Résider sur Terre. Pablo Neruda, résider sur Terre, c'est effectivement un objectif pour nous tous le plus longtemps possible, a priori. Résider sur Terre. À tout de suite.